Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Sur cette partie de la Terre, il n'y a pas si longtemps, existaient des géants. On parle de géants qui ont existé aux côtés de ce que nous appellerions maintenant des personnes normales. Les personnes qui étaient plus grandes auraient... Sur cette partie de la Terre, il n'y a pas si longtemps, existaient aussi des arbres géants. Peu à peu, avec le temps, nous sommes devenus aveugles. Vos yeux sont devenus des traîtres avec le temps. Regardez de plus près, la cime est plate. Cet arbre a été abattu. L'arbre grandit et devint fort, sa hauteur atteignait les cieux et on pouvait le voir jusqu'aux extrémités de toute la terre. Hello, hello, à toi qui viens sur cette vidéo, sur cette introduction. Alors, je te cache pas que c'est une introduction que j'ai déjà faite. Au moment où je fais cette vidéo, je prends mon micro. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais introduire ma vidéo. Est-ce que c'est l'introduction que je viens de faire précédemment ou est-ce que c'est celle-ci que je fais actuellement? Je ne sais pas encore. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, mais je ne suis pas sûr qu'il faille te les dire maintenant. Bon, déjà, ce que je voudrais dire ici, c'est que, comme tu as pu remarquer, je réintroduis cette deuxième partie de Révéler un Titan
de la même façon que j'avais introduit la première, avec la même ouverture. Pourquoi je fais ça? D'abord parce que j'aime cette formulation que là je fais. Et deuxièmement et surtout, bien entendu, parce que le message que donnent ces deux parties en musique, là, je te parle des deux petites parties que tu as vues en musique, les géants, la révélation des géants sur la Terre plane et la révélation des arbres géants sur la Terre plane. Eh bien, ces deux parties en musique, ce sont des parties indispensables, à mon avis, des informations indispensables pour comprendre et pour arriver à appréhender l'existence de Titan sur la Terre plane. Si je te mets l'existence de Titan comme ça de but en blanc, si je te révèle l'existence précédente de Titan sur la Terre plane, sur la Terre, comme ça, sans introduire par aussi l'existence des géants, des arbres géants, tu n'as pas le contexte pour comprendre pourquoi y aurait-il eu des titans sur la Terre. Avec cette introduction, j'introduis aussi l'information de l'existence des géants, une humanité qui était aussi géante sur cette partie de Terre plane, cerclée par l'Antarctique, qui est au centre d'une Terre plane beaucoup plus vaste, n'est-ce pas? Ça aussi, il faut arriver à le comprendre. La Terre sur laquelle nous existons aujourd'hui, dont on nous dit qu'elle est une boule, dont on nous ment et qu'on nous dit qu'elle est une boule, est le centre d'une Terre plane qui est beaucoup plus vaste. Et c'est donc une partie de Terre plane cerclée par l'Antarctique. Et sur cette partie de Terre plane, je le redis ici, c'est ce que la Bible appelle l'Éden, c'est l'ancien Éden, qui aujourd'hui a disparu, et où tout était beaucoup plus grand, tout était géant. C'est là le message de mes vidéos actuelles. Et je profite de cette traduction, de ces excellentes vidéos dont tu n'auras aucun mal à retrouver sur YouTube en anglais, par l'auteur, par le réel auteur de ces vidéos, dont je fais la traduction en français ici. Eh bien, je tiens à introduire ces vidéos de révélation de titans, d'anciens titans sur cette terre, par l'existence aussi d'une humanité qui était beaucoup plus grande, qui était géante par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Ces géants, ce sont les élus. C'est ça aussi que je voulais te dire. Les gens qui vont devenir géants, qui vont donc avoir ce corps glorieux, c'est ce que la Bible appelle aussi les corps glorieux. Les élus vont obtenir un corps glorieux. C'est les tailles géantes qui vont apparaître sur cette partie de terre plane, sur ce centre, sur cet ancien Éden, qui va redevenir un Éden. Eh bien, tout va devenir beaucoup plus grand. Les arbres vont devenir grands, géants, l'humanité va devenir géante, et les titans vont refaire leur apparition. Ces fameux titans que Hollywood nous introduit, ou nous introduit un petit peu de manière inconsciente sous la forme des dinosaures, qui eux n'ont jamais existé. Mais c'est une référence aux titans qu'ils connaissent, qu'ils savent. Tout ce que je vous dis, ils en savent une grande partie de ce que je vous révèle, hein, déjà. Et l'existence des titans, ils la connaissent depuis très longtemps. Depuis toujours, en fait. Et sur cette partie de terre plane, sur ce centre cerclé par... C'est sur cette terre que nous connaissons aujourd'hui, dont on nous dit qu'elle est une boule, hein, ces 5 continents, là, au centre, c'est le jardin d'Éden, c'est l'ancien jardin d'Éden, et qui va redevenir le jardin d'Éden. C'est cette nouvelle Jérusalem, hein, cette Jérusalem. Tous ces termes qu'emploie la Bible, c'est pas moi qui les emploie. Si j'avais à les choisir, sûrement que c'est pas comme ça que je l'appellerais, mais c'est une référence à la Bible que je fais là. Eh bien, c'est la terre des élus. C'est la terre qui va rester aux élus. 144 000 élus et 500 millions qui vont rester sur la terre plane, sur cette partie de terre. Et c'est une humanité qui va devenir géante et qui va faire figure de divinité pour le reste de l'humanité. Et le reste de l'humanité qui, elle, va migrer à l'extérieur de cette barrière glaciaire. C'est ce que la Bible aussi, c'est les termes un peu vilains qu'emploie la Bible en disant qu'elle va vomir les tièdes. La majorité de l'humanité,
puisqu'il va en rester 500 millions sur cette terre, partie de terre. Le reste qui va rester, alors si on est 8 milliards, si on peut croire qu'on est 8 milliards, comme nous le disent les médias, eh bien à ce moment-là, tu fais le calcul, ça fait à peu près 20% de l'humanité qui va rester sur cette terre, il me semble. Hein. Et le reste va migrer à l'extérieur. Bon voilà, je n'ai pas forcément envie d'en dire plus pour l'instant, aujourd'hui. Il y aurait des choses à dire au niveau de l'éternité, parce que la Bible promet l'éternité aux élus et promet la mort aux autres. Ce que je veux dire, c'est que la partie de l'humanité qui va migrer de l'autre côté de la barrière glaciaire est une humanité qui va connaître la mort, c'est-à-dire qui va vivre exactement dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Les conditions pour cette partie de l'humanité ne vont pas changer. La taille va rester la même et le confort de vie va rester le même. À ceci près, à cette différence près, qu'il y aura au centre de la Terre plane, donc sur cette partie de Terre, il y aura leur Dieu qui sera là, sous la forme visible des géants, mais aussi sous forme d'esprit. L'univers a un esprit qui est bien à lui. Je veux dire, l'esprit de l'univers, c'est ce qui centralise l'esprit de cette divinité. Cet esprit divin est centralisé. Et il est représenté par les géants. Il a cette représentation des géants. On voit ça chez les Grecs. Hein, c'est la religion grecque qui refait surface ici. C'est la religion romaine, c'est la religion égyptienne aussi. Ce sont des religions, il faut quand même bien nous dire une chose, ce ne sont pas des religions qui naissent de nulle part, qui viennent de nulle part. Ce sont des religions qui font référence à une vérité qui existait encore, qui préexistait encore à ces époques-là, grecques, romaines et égyptiennes. On a des peintures de ces époques-là qui font référence aux géants aussi, qui n'avaient pas encore complètement disparu à cette époque-là. Ces géants vont être la représentation visible de cet esprit de l'univers, qui va devenir notre nouveau Dieu, qui va être notre nouveau Dieu, avec ce nouveau nom qu'il va avoir. C'est la Bible, ça aussi. J'étais déjà parlé de ça, il me semble. Hein. Et puis cette partie d'humanité qui devient Dieu. Là, les élus, c'est pas qu'ils deviennent Dieu, c'est qu'ils vont être la représentation de ce nouveau Dieu. La représentation tridimensionnelle dans la matrice. Et une humanité, donc à l'extérieur, une majorité d'humanité, qui va donc être vomi à l'extérieur. Vomi, encore une fois, est un bien vilain mot, dont on peut peut-être se passer, hein, dans cette introduction, qui va migrer à l'extérieur de cette barrière glaciaire et qui va rester dans cet état que l'on connaît aujourd'hui, avec quand même ce confort d'avoir la vérité qui va s'imposer à elle de par la présence de cette divinité au centre de la Terre et de ces nombreuses visibilités de cette divinité qui va se rendre visible au travers des géants, c'est-à-dire des élus. Pourquoi je dis tout ça? D'abord parce que c'est des informations que je te donne, que j'ai, que je te donne. Et puis aussi parce que il me semble que c'est la seule et vraie manière d'introduire cette vidéo. Pour comprendre d'où viennent ces idées de titans. Alors sur les titans, il y aurait des choses à dire aussi. Que représentent les titans? Si les géants ont pour mission de rendre visible l'esprit de l'univers, que représentent les titans? Ce sera pour une prochaine fois. Parce que j'ai des choses à te révéler que je ne t'ai pas encore dites sur l'univers. Bon voilà, je pense avoir fait mon introduction que je voulais faire. Je pense avoir remis ces titans, l'ancienne existence des titans dans leur contexte. Et c'est des titans qui, en même temps que les géants et en même temps que les arbres géants, vont réapparaître sur cette partie de terre plane, sur ce centre de terre plane, cerclé par l'Antarctique, dont on nous dit que c'est une boule. C'est un mensonge, c'est pas une boule, c'est le centre d'une terre plane beaucoup plus vaste, et c'est l'ancien Éden qui va réapparaître. Nous sommes, je pense, très proches de ce moment, aujourd'hui. Je te souhaite maintenant une bonne vidéo. Si tu ne crois pas encore à l'existence des titans, eh bien, attends-toi à être surpris. Toujours rester, évidemment, avec un esprit ouvert. Crédule, hein. Il faut être crédule, il faut douter, avec le doute bien sûr, et tout en voulant croire. Vouloir croire, c'est vouloir s'immerger dans de nouvelles façons de penser.
Voilà, tu es toujours libre ensuite d'abandonner les croyances, cette croyance de titan. Si les vidéos que j'avance ici ne te convainquent pas, tu peux toujours, par la suite, les rejeter. Attends ces parties qui arrivent. Déjà, la première partie est quand même assez phénoménale. La deuxième qui arrive ici amène encore de nouvelles preuves que MondeGo est bien titan. Et attends les suivantes pour te faire une vraie idée. Je pense que tu vas être épaté. Les titans ont bel et bien existé. C'est ce que commencent à te révéler ces vidéos, les deux premières là, et les suivantes. Je te souhaite maintenant une bonne vidéo. Régale-toi. C'est fait pour ça. À très bientôt pour la troisième partie. Régale-toi déjà avec cette deuxième partie. À bientôt. Bye. Salutations et bienvenue dans la deuxième partie de Dévoiler un titan, où nous allons explorer l'intérieur de l'œil de MondeGo. Si vous avez vu la première partie, vous connaissez déjà la montagne. Nous l'avons parcourue, observant différentes parties de sa morphologie, explorant les coïncidences et toutes les façons dont elle ressemble à un éléphant. Et comme promis, aujourd'hui, nous allons explorer l'intérieur de l'œil de MondeGo. Quand j'ai abordé ce sujet, j'avais déjà quelques idées sur différentes roches que j'avais vues et qui me semblaient assez curieuses. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la grotte elle-même. Je me suis donc dit, bon, je vais explorer l'intérieur avec un regard neuf, car j'y étais déjà allé à plusieurs reprises. Et j'ai toujours trouvé fascinant d'être là et d'observer les alentours. Mais lorsque j'ai commencé à y réfléchir d'un point de vue anatomique, ma curiosité a grandi et j'ai comparé ce que je voyais de l'extérieur avec l'anatomie des éléphants et des squelettes. Et ce que j'ai découvert était vraiment stupéfiant. La première chose, et la plus évidente, lorsqu'on observe la montagne de loin, c'est que l'œil est parfaitement positionné par rapport à la forme de la tête. Cela dit, il existe également de très grandes variations dans la forme des têtes entre les différentes espèces d'éléphants. Si l'on regarde une vidéo ici retraçant l'histoire de nos connaissances sur les différents éléphants, on constate que la forme des têtes change radicalement et que MondeGo pourrait se situer entre les deux là. Par exemple, si l'on observe deux crânes côte à côte, on comprend vraiment leurs différences selon l'espèce. Ici, on voit que les sutures sont toutes très clairement définies, alors qu'ici, elles sont pratiquement scellées, et on en devine une, mais on ne les voit pas vraiment. Mais cela va nous être très utile pour observer l'œil de plus près. Faisons-le maintenant. Si nous les observons côte à côte, des similitudes commencent à apparaître. Vous pouvez voir la forme d'un sourcil ici, ou plutôt d'une crête sourcilière. Je ne sais pas si les éléphants ont des sourcils. Et ici, vous pouvez voir une fissure descendante. Et c'est peut-être cette forme-là. Et même ici, on aperçoit une fissure montante. Et si nous regardons cela de plus près, c'est peut-être là. J'ai terminé la dernière vidéo en parlant du foramen infraorbitaire que vous voyez ici. Regardons quelques photos de plus près.
Encore une fois, le foramen infraorbitaire et le foramen infraorbitaire, regardant depuis l'extérieur de l'entrée de la grotte. Et regardant directement d'un côté à l'autre. Je publierai toutes ces photos pour que vous puissiez les observer de plus près. Quelqu'un de plus expert en géologie ou en titanologie pourrait y jeter un œil et peut-être en découvrir davantage. Et voici la toute fin. Il pourrait s'agir d'un flux sanguin veineux fossilisé. Ce serait du sang plus riche en fer. Et ici, nous aurons un aperçu intéressant. Voici la voie nasale. Il aurait été très intéressant d'explorer les grottes si elles avaient été encore là, mais tout s'est effondré. Et ici, nous avons une excellente vue pour ce que nous allons observer aujourd'hui. Voici la fissure supraorbitaire où passe le nerf optique. Il y a une fissure dans la grotte que vous verrez dans une seconde. Elle est juste là. Vous pouvez voir ici la ligne que je montrais sur l'autre crâne. Voici la fosse temporale. Et voici les fissures inférieures qui permettent également le passage des vaisseaux sanguins et des nerfs. Bon, donc là c'est humain évidemment, mais vous pouvez voir les différentes couleurs qui aident à délimiter l'emplacement des sutures. Et cette suture est très importante, tout comme la suture qui traverse. Et puis en bas, on voit encore cette fissure. Et si on regarde de l'intérieur de la grotte, de ce côté, on voit le chevauchement de ces deux morceaux de roche. La question est-ce bien cette fissure que l'on voit? Parce qu'on regarde, on est à l'intérieur de l'œil. Ce serait le globe oculaire. Et puis, il y a une fissure juste là. Et elle a même une forme similaire si on regarde ici. D'accord. Donc, si vous voyez cette fissure arriver, elle monte un peu, puis redescend. Et cette fissure ici fait quelque chose de similaire. Elle est exactement au même endroit par rapport à ce globe oculaire. Et si c'est un globe oculaire, il est exactement là où il devrait être. Voici donc ce que je pense être la fissure orbitaire supérieure où passe le nerf optique. On peut voir le crâne d'éléphant ici. Et puis ceci apparaît exactement au même endroit. Ici, c'est un œil humain, mais cela donne une bonne idée de la structure observée. On y voit les ouvertures pour les vaisseaux sanguins et les nerfs, ainsi que les attaches des muscles. On voit ensuite une petite chute ici en descendant, puis une ouverture ici. Ces éléments se trouvent à l'intérieur de la grotte. Laissez-moi vous montrer plus en détail la structure interne de la grotte et son articulation avec l'anatomie. Évidemment, ce n'est pas une tête d'éléphant, mais c'est le meilleur outil que j'ai trouvé pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Vous pouvez retirer les différentes parties anatomiques que vous souhaitez supprimer. Voyons maintenant les os. La tête humaine compte 29 os. Je suppose que la tête de l'éléphant en a la même quantité, voire similaire. Je n'ai pas trouvé le nombre exact. Il n'existe pas d'outil similaire pour examiner la tête de l'éléphant, mais la structure générale est la même. Sur cette photo, on voit les différentes couleurs et les sutures. L'orbite est composée de 7 os différents. J'imagine que c'est similaire pour l'éléphant. Cliquez sur les différents os pour voir exactement où ils se connectent au niveau des sutures. Plus intéressant encore, en 3D,
On peut voir la fissure supraorbitaire, là où le nerf optique arriverait. Il y a une autre petite fissure en dessous, qui correspond à celle que l'on trouve dans la grotte. Et voici un détail très intéressant. Toute cette section qui descend vers le bas, comme on le voit sur cette photo. Voilà donc l'anatomie de l'orbite humaine, très similaire à celle de l'éléphant. Maintenant, si on regarde le mont Go, juste là, où on s'attend à voir ce précipice, il y en a un juste là. Google Earth est formidable pour montrer des vues incroyables, mais en entrant dans la grotte, on découvre de nombreux artefacts. Cette partie n'a pas été comblée. C'est une sorte de masse informe. Mais ce que l'on voit sur cette photo, c'est cette partie juste derrière. Je me tiens d'un côté où on voit ces grottes qui descendent à un angle d'environ 40 degrés. Et là, je regarde en arrière, là où j'ai pris la première photo. On regarde le côté droit de la grotte, vu de l'intérieur. Voyez ces gros rochers qui sont tombés. Mais certains sont ancrés en dessous sur le côté gauche et la suture que j'ai montrée précédemment. Au fond, il y a de petites grottes accessibles qui communiquent avec des grottes plus grandes. Et voilà, on voit l'une des entrées qui s'enfonce plus profondément dans la grotte. Et voici, je crois, le canal infraorbitaire. Il descend à un angle de 40 à 45 degrés. Il y a une entrée vers une grotte plus petite. Et voici l'intérieur de la fissure infraorbitaire. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on observe les deux côtés de la fissure, on ne le voit pas vraiment dans cette vidéo, mais ces deux côtés sont différents. Ce n'est pas comme une fissure qui s'est formée et a séparé ces deux roches. Elles se sont formées séparément. On ne voit pas de prolongement d'un côté à l'autre des mêmes structures, comme si on fendait du bois ou quelque chose comme ça. Alors, vous avez les yeux écarquillés? Juste un petit rappel. Ce que nous observons est essentiellement cette section. Et cet os ici se serait brisé. Il n'est donc plus présent. Donc si on regarde à nouveau, toutes ces grottes qui descendent en biais, elles suivent essentiellement cette ligne. Et puis on a une grande fissure, là où on s'y attendrait. Et pour comparer à nouveau les structures, celle-ci et celle-là. Je voudrais juste ajouter une petite section ici pour montrer une autre partie de l'entrée vers la partie la plus profonde de la grotte. À l'œil nu, on peut voir que cela ressemble presque à quelque chose qui a poussé. Ça ne me semble pas être un produit de l'érosion. Et si on compare cela à une coupe transversale d'une artère, d'une veine et d'un nerf, on voit qu'il y a différents tissus et toutes ces différentes couches. Et ça ressemble beaucoup à ce que je vois ici. C'est peut-être ça. Je laisse le soin à quelqu'un de plus expert d'en juger. Je voudrais juste terminer avec un dernier petit sujet. Je parlais à un ami de toutes les coïncidences que j'avais trouvées dans la grotte. Et il m'a vraiment surpris lorsqu'il m'a dit qu'il était allé explorer la grotte avec un autre ami et qu'ils avaient trouvé un canal descendant, puis qu'après avoir rampé à plat ventre par un tout petit trou,
Ils étaient entrés dans une caverne plus grande. Et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en le racontant, car j'avais déjà examiné l'anatomie. On est donc retourné chercher des lampes et quelque chose pour mieux respirer, parce que c'était extrêmement poussiéreux. On est descendu dans ce tout petit trou, puis plus loin, on a dû littéralement se faufiler à plat ventre. Et oui, ce ne sont que les dernières photos. Je vais vous montrer les images. On est dans le canal. Je pense que les vaisseaux sanguins ou le nerf optique sont entrés par un petit trou juste là. Et il y a une grande caverne qui descend vers ce qui serait, je ne sais pas, plus profondément dans le crâne, peut-être vers la mâchoire. Et c'est tellement poussiéreux. Je devais absolument apporter quelque chose pour couvrir le nez et la bouche. Heureusement qu'on l'a fait. C'est incroyable. J'ai failli rater ça. Oh mon Dieu. C'est énorme. Je sais. Je me suis dit, ouais, comme dans mon salon. Beaucoup plus de lumière, ça aide. Ouais. La prochaine fois, on viendra avec une de ces lampes de poche militaire. Alors, c'est ici que ça se termine, hein? Waouh, quelle grotte! Comme de la stalactite brisée. Et puis, il y a un petit quelque chose là-haut. Quelque chose là-dessous. Rien. Juste des fins. Voilà donc un regard profond sur l'œil de Mondgo. J'espère que vous avez apprécié le voyage. J'ai trouvé que les coïncidences étaient bien plus que de simples coïncidences. Dans la prochaine vidéo, j'examinerai de très près ce que je crois être l'oreille de Mondgo. Et si l'étude de l'œil ne vous a pas donné la chair de poule, je vous promets que l'étude de l'oreille le fera. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je atteint du cas de pareidolie le plus avancé que le monde ait jamais connu? C'est une longue liste de choses qui conspirent pour me faire passer pour un idiot. Si c'est le cas, soit c'est ça, soit ce que nous voyons est ce que cela semble être en réalité, c'est-à-dire un éléphant géant, un titan. Je vous laisse en juger. Jusqu'à la prochaine fois, lorsque nous aurons la troisième partie de Dévoiler un titan, une étude approfondie de l'oreille de Mondgo.